Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un épisode au format interview. Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter Laura Besson. Laura, elle est coach holistique et créatrice du site Bien dans ta boîte. Laura, elle a pour vocation d'accompagner les indépendants à se sentir bien et épanouis, malgré ce que cela ça peut représenter, la multitude de casquettes qu'on doit porter quand on est à son compte. Mais surtout, Laura, elle est diplômée en psychologie positive, elle est praticienne certifiée en psychologie positive et en yoga thérapie. Alors autant dire qu'elle est plutôt bien placée, question multicasquette. Et j'ai découvert Laura en écoutant son podcast Bien dans ta boîte, dans le cadre de mes propres recherches pour mon entreprise. Et j'ai écouté un de ces épisodes qui parle des forces de caractère. Et si j'en ai tiré beaucoup d'enseignements pour ma propre entreprise, eh bien, j'ai tout de suite vu le potentiel à titre personnel dans mon quotidien de maman, dans ma vie familiale. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de demander à Laura de l'inviter sur le podcast et pour nous présenter un petit peu ce que sont les forces de caractère. Et je suis très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va donc porter sur les forces de caractère, découvrir ce que cela signifie et comment cette nouvelle connaissance de toi-même peut t'aider finalement à mieux communiquer avec ton enfant ou avec ton ou ta conjointe. Parce que finalement, c'est une question de communication avec tout ton entourage et pas simplement ton enfant. Donc je te laisse maintenant avec l'échange que j'ai eu avec Laura pour te présenter ce que sont les forces de caractère et comment surtout t'appuyer dessus. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura, et merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette proposition d'interview. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée. Ah non, c'est chouette, je suis vraiment très contente que tu puisses venir nous partager un peu tes connaissances de la psychologie positive et des forces de caractère aujourd'hui. Je t'ai un petit peu présenté en introduction, mais si tu es OK, je te laisse te présenter en quelques mots pour expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu peux proposer. Très bien. Eh bien, déjà, merci de m'avoir invitée. Ça va me changer un peu de mes sujets, en tout cas de la cible habituelle, donc c'est très chouette, c'est une cible qui m'intéresse beaucoup. Je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. C'est un écosystème entier pour accompagner les thématiques de bien-être au travail des entrepreneurs, donc podcast, blog, etc. Et puis, effectivement, moi, de métier, on va dire ça comme ça, c'est la thérapie, le coaching holistique. Donc, il y a toute une branche d'accompagnement dans Bien dans ta boîte, de coaching, donc yoga thérapie, micronutrition, tout ça. Et puis, il y a une branche de formation qui est à destination des professionnels de l'accompagnement. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mais oui, ça fait déjà beaucoup de casquettes que tu portes. Et effectivement, c'est ce que j'expliquais en introduction. Moi, je t'ai connue en écoutant ton podcast dans le cadre de mon business qui est Mercredi pour améliorer mon quotidien d'entrepreneur, on va dire. Et j'ai percuté sur ton épisode où tu parles des forces de caractère. Et c'est ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui parce que je pense que les parents qui écoutent mon podcast, s'élever en même temps que son enfant, je pense que ça ne peut que les aider. Moi, en tout cas, je suis vraiment convaincue qu'une meilleure connaissance de soi, ça permet de se sentir mieux, de mieux communiquer. Alors, d'aider les parents à découvrir ce que sont les forces de caractère et de découvrir les leurs, je pense que ça peut avoir un impact positif dans leur relation avec leur enfant. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les forces de caractère, du coup? Alors, les forces de caractère telles qu'exprimées comme ça, on va se placer dans le champ de la psychologie positive. En tout cas, par rapport aux questionnaires et aux tests auxquels tu fais allusion et dont je parlais dans l'épisode de podcast que tu as écouté. Donc, déjà... Ça, je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans l'épisode, dans la description de l'épisode, comme ça tout le monde pourra accéder à ce test et le passer.
Voilà, qui est gratuit et en plus, vous participez à la recherche, donc c'est tout bénef. Donc voilà, on est dans le champ de la psychologie positive, donc déjà ce qu'il faut bien, avoir en tête, c'est que qui dit psychologie positive dit certainement pas pensée positive. Je le précise d'avance parce que je sais que les parents, il peut y avoir aussi une grosse pression là-dessus, de toujours être positif, de toujours être bienveillant, machin. C'est pas possible, hein, Mmh. parce que ça demanderait d'être en fonctionnement maximal. Justement, la psychologie positive, c'est l'étude du fonctionnement optimal des Mmh. individus, des groupes et des institutions. Dans ce fonctionnement optimal, c'est l'idée que je ne peux pas être en fonctionnement maximal tout le temps, je ne peux pas être au top tout le temps. Donc je vais chercher à identifier quelles sont les conditions dans lesquelles je fonctionne le mieux et pas dans lesquelles je fonctionne parfaitement. Les forces de caractère faisant partie de l'identification de ce fonctionnement optimal. En psychologie positive, la recherche en reconnaît 24 aujourd'hui. Et donc ce test, en fait, vous permet alors, je vous invite après à le on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, mais à le pondérer, à l'ajuster et cetera, hein. Il suffit pas de se dire: «Bon, le test m'a dit que, alors c'est la vérité». Mais en tout cas, ça vous donne quand même une bonne idée, tout du moins, de ces 24 forces. L'idée, c'est qu'on n'est pas en termes de binaire, 0-1, bien, pas bien, qualité, défaut. On est dans l'idée que nous avons tous ces 24 forces de caractère, mais que, voilà, elles sont pas présentes dans les mêmes proportions chez tout le monde. Mmh. L'idée de venir donc identifier les premières forces et donc d'identifier ce fonctionnement optimal, d'identifier les, conditions dans lesquelles vous fonctionnez le mieux et donc de, se servir de ce qui est déjà là plutôt que de réinventer la roue ou de persister à fonctionner sur un truc qui est en fait très peu développé chez vous et que même si vous le développez, vous pourrez, ça n'en fera très probablement pas du fonctionnement optimal pour autant. Mmh. C'est surtout, effectivement souvent comme ça qu'on fonctionne en coaching. C'est qu'on s'appuie sur les forces d'une personne, sur les qualités d'une personne qu'on va venir renforcer dans un premier temps parce que c'est ce qu'il y a de plus facile de travailler quelque chose dont on est naturellement disposé à, plutôt que d'aller chercher à travailler des faiblesses pour les ramener. Et voilà, c'est souvent comme ça qu'on ça fonctionne le mieux et finalement, c'est exactement ce que tu es en train de nous dire avec les forces de caractère, c'est de s'appuyer, c'est d'en prendre conscience pour s'appuyer sur ses forces. Complètement. C'est l'idée que votre fonctionnement optimal, c'est, les, 4, 5, 6 1 forces du test là ou en tout cas, à l'issue du travail que vous ferez sur le test à partir du test. C'est l'idée que ces forces, elles sont déjà là, en fait. Donc de toute façon, vous fonctionnez déjà là-dessus et c'est sur ces forces que vous fonctionnez de manière simple, facile, efficace, naturellement et cetera. Donc quand ça va bien dans notre vie, on peut en tirer pleinement parti et surtout quand ça va moins bien dans notre vie ou quand ça va bien, mais que par exemple, on vient d'avoir un bébé, par exemple, et que ça va bien parce que c'est super, mais que c'est, le beans complet, la maison, l'organisation, le couple, la vie psychique, parce que pour, les femmes qui nous écoutent et qui ont déjà, vécu des grossesses, voilà, il y a ce qu'on appelle une transparence psychique de la femme enceinte qui fait que la vie psychique est complètement, chamboulée. Donc particulièrement, par exemple, dans ces moments-là, autant fonctionner, sur ce qui est déjà là, pour, voilà, aller, tirer tous les bénéfices plutôt que, comme tu disais, s'évertuer à dire: «Bah, ouais, mais ma force de, je sais pas moi, de prudence, elle est 23/24. Ouais, bah, écoute, on verra ça C'est plus pas tard». grave. C'est ça, c'est finalement savoir placer les priorités, savoir comment, mieux disposer de son énergie. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand on est parent, bah, il y a le bouleversement effectivement de la parentalité et puis, bah, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres, hein. Et donc on va peut-être avoir besoin aussi, bah, de savoir, comment fonctionner en seuil minimal, je dirais. Et du coup, bah, connaître effectivement ses forces, ça peut changer la donne finalement dans la façon d'être. Parce que si on est mieux disposé, eh bien, alors on est en capacité d'accompagner notre enfant plutôt que d'être sur la corde raide et là, ça se passe rarement bien. C'est certain, ouais. Du coup, une question aussi qui peut être intéressante, c'est souvent la confusion entre les forces de caractère d'une personne et les valeurs d'une personne. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, ouais, s'il y a une différence et nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste? Mmh. C'est une question très importante, quand on travaille les forces de caractère, qu'effectivement la force n'est pas une valeur. Alors, dans le test que vous ferez, effectivement, vous allez avoir des doublons. Par exemple, vous pouvez avoir la force de l'honnêteté. L'honnêteté peut tout à fait aussi être une valeur. Maintenant, il y a 3 scénarios possibles. Soit vous avez, on va prendre l'honnêteté, la valeur d'honnêteté qui est développée et la force d'honnêteté qui est développée et en quel cas tout va bien. Soit on a la valeur de l'honnêteté qui peut développer, la force d'honnêteté qui peut développer et donc tout va bien.
Soit, et c'est généralement le scénario qui coince un petit peu, c'est quand on a la valeur de l'honnêteté, par exemple, qui est très développée, et la force qui ne l'est pas. Et là, effectivement, il va y avoir un conflit force-valeur avec sur lequel je casse les pieds à tous les accompagnants que que je forme. C'est un point très important parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont répondre au questionnaire et ils vont débarquer en consultation, en séance, en coaching, que sais-je, et ils vont te dire: «C'est pas possible parce que moi, l'honnêteté, c'est super important pour moi» et ça sort 20 sur 24. Parce que le test, effectivement, il évalue vos forces de caractère, c'est-à-dire vraiment ce fonctionnement optimal, c'est-à-dire une forme de capacité, de «compétence» entre guillemets psychique, émotionnelle, une espèce de schéma que vous avez une facilité à avoir en accessibilité, à répéter, à mobiliser, à concrétiser. La valeur, c'est autre chose. La valeur, c'est la boussole de vie. C'est celle qui vous permet, à un croisement de vie, de dire: «Bon, bah, là, j'ai le choix entre 2 jobs», par exemple, bah, je choisis le job qui est le plus honnête parce que c'est plus important pour moi. Je choisis le job qui me laisse le plus de temps avec ma famille parce que la famille, c'est une valeur importante pour moi. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors forcément, quand on a valeurs et forces qui sont, alignées, on va dire, bon, là, c'est Mmh. bien. Mais effectivement, des fois, on peut se retrouver avec un phénomène d'une valeur qui peut être importante et de la force qui est pas forcément, développée. En quel cas, bon, là, après, c'est le travail d'accompagnement, peut-être de venir questionner la valeur aussi. Est-ce que c'est vraiment ma valeur ou est-ce que c'est la valeur de papa et maman? Est-ce que c'est la Hérité? valeur de voilà, de la société, de l'école, de bon, bref. Et cetera. Mais voilà, effectivement, il y a vraiment une différence. Je peux, tout à fait être, par exemple, quelqu'un de très, très honnête. C'est mon fonctionnement optimal. J'ai beaucoup de facilité à exprimer ce que je ressens, à partager mon avis sans blesser l'autre, mais que ça soit pas particulièrement, hyper important pour moi. C'est pas voilà, ce serait pas une valeur qui est le primordiale, Ouais. à tes yeux, qui peut venir être blessée facilement et Mmh. et générer des émotions derrière. La boucle est bouclée. Donc effectivement, la ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que finalement, ça se passe bien quand force de caractère et valeurs, coïncident, qu'elles soient, hautement marquées chez nous ou moins. Par contre, dès lors qu'il y a une dissonance, une incohérence en quelque sorte, entre la force de caractère que l'on a et la valeur, si elle est associée, c'est là où ça peut pêcher. Parce que la force de caractère, c'est notre tendance naturelle, c'est là où on a une facilité naturelle, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui nous est important en Oui. termes de valeur. Exact et tu utilises le mot dissonance, il est très juste et il est très important. C'est ce qu'en psychologie on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand le cerveau va percevoir un écart entre la valeur et le comportement, le cerveau il aime pas ça du tout, du tout, du tout et donc il va toujours chercher à régler cette dissonance cognitive. Il a plein de manières de le faire. Par exemple, les parents peuvent, l'avoir expérimenté ou l'expérimenter actuellement. La colère peut être une solution. Par exemple, les enfants vers, 5-7 ans qui posent beaucoup de questions: «Pourquoi? Pourquoi? 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 Pourquoi?» Si des fois ils peuvent venir, sans le vouloir des fois, mais mettre un peu en Mmh. défaut une valeur, en appuyant sur: «Bah, papa, maman, pourquoi tu fais ça si tu dis que ça c'est important?» Alors là, généralement le cerveau il aime pas trop et une solution par exemple pour réduire cet écart-là, c'est de s'énerver, tu vois? «Ah mais tu me saoules avec tes questions, ah, tu en as marre de poser des questions», C'est voilà, comme ça! comme ça et le cerveau il a réglé sa dissonance cognitive. Ça, j'en parle assez facilement sur le podcast. Effectivement, c'est, d'accepter les remises en question de nos enfants. Parce que justement, elles vont venir révéler tout ça. Elles vont venir révéler ces dissonances et du coup, c'est la porte d'entrée pour arriver à, peut-être mettre le doigt quelque chose sur nous et à travailler dessus, quoi. Mmh. Et c'est vraiment en ça que je considère que la parentalité, c'est un super, révélateur ou accélérateur, ça dépend, du développement personnel. C'est que dès lors qu'on accepte ces remises en question, on peut progresser finalement. Ah oui, la parentalité, enfin les enfants sont des maîtres, spirituels, hein. Ah oui. Ah, c'est souvent aussi un magnifique miroir. Des parties qu'on veut moins voir chez nous. Oui, oui, clairement, en termes de développement personnel et spirituel, ils sont Mmh. bien plus avancés que nous, je crois. Oh oui, on a beaucoup à apprendre. Du coup, quels conseils tu pourrais nous partager? Comment faire pour s'appuyer sur nos forces de caractère? Comment on peut les utiliser dans notre quotidien pour justement, peut-être mieux s'aligner et s'éloigner de cette dissonance potentielle? Mmh. Alors, bon, la première étape évidemment, c'est de les avoir identifiés. Je vous encourage vraiment, si vous passez ce test, à ne pas vous en, contenter. Donc soit d'être accompagné pour le débriefer, soit si vous voulez le faire de votre côté, concrètement, ce qu'on vous demande là, c'est de vous le réapproprier. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, le test, il vous sort en position 7, bah, l'honnêteté et que vous vous dites,
non, franchement, en toute honnêteté, c'est pas une force qui est très développée chez moi. C'est vous qui avez raison, OK? Le test, c'est un test, déjà, petit 1, donc il a ses limites. Même il est solide et méta-analysé, ça reste un test. Il est quand même, un minimum contexte dépendant, c'est-à-dire que, je prends toujours cet exemple d'une bénéficiaire qui s'était retrouvée avec le pardon en 23/24 là et qui m'a dit: «Bon, je suis quand même étonnée, 23/24 quand même», et en fait, en creusant, elle s'était, pourrie la gueule avec sa mère, le matin ou la veille, quoi. Donc bon, forcément que là, la sœur psychique, elle vient pas sur une accessibilité de cette force de manière très, limpide, on va dire ça comme ça. Donc il y a quand même un effet contexte dépendant qui généralement n'impacte pas le fonctionnement optimal, qui vient plutôt impacter les forces, 10 à 20 là. Mais Mmh. généralement, ce qui est très, très haut reste très, très haut et ce qui est très bas reste très bas. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qui est très bas peut bouger si on le travaille, mais ce qui est très haut, généralement, ça reste très haut. Donc cet effet contexte dépendant et aussi gardez bien en tête que le test est relatif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'il vous classe de 1 à 24. Donc lui, il fait une espèce de cotation, donc ne vous perturbez pas que, «Oh là là, j'ai l'honnêteté en 17, quand même, c'est pas cool, c'est bizarre». Oui, mais peut-être qu'en fait les forces, 13 à 16, elles avaient peut-être que 1 point de plus, mais lui, au bout d'un moment, il faut qu'il classe, donc il faut pas non plus, voilà, se pourrir avec ça. Bon, ensuite, il faut le remettre dans un contexte, c'est-à-dire que quel est ce fonctionnement optimal au quotidien? Voilà, pondérez le test, en fait, critiquez-le, le prenez pas, comme ça, en disant: «Ah bon, ben, le test m'a dit que, alors c'est ça». Une fois qu'on les a identifiés, j'invite beaucoup, beaucoup, beaucoup ceux qui sont parents en couple à le faire, enfin que le coparent en tout cas le fasse également. Parce que Mmh. là, ça peut être aussi, extrêmement intéressant de voir comment les forces du couple peuvent se compléter, comment Se on peut complète. s'appuyer. Parce que peut-être que moi, j'ai pas du tout une régulation émotionnelle qui est forte, mais peut-être que mon conjoint ou ma conjointe a une régulation émotionnelle qui est forte et donc on va pouvoir s'équilibrer. Et c'est aussi très important parce que ça permet généralement un risque, évidemment quand, il y a de la parentalité, c'est que le couple conjugal va s'effacer au profit du Mmh. couple parental. Et donc le fait de faire aussi ce bilan des forces à 2 et de le débriefer à 2, et cetera, c'est aussi venir renforcer ce couple conjugal et renforcer le fait de faire équipe et donc rééquilibrer un petit peu ce truc-là. Donc ça peut être très intéressant aussi de le faire à 2. Puis au passage, ça permet de mieux connaître son conjoint, ça permet de mieux le comprendre et là, bon, c'est la casquette thérapie de couple, mais j'aurais tout bénef. Bah, c'est ça, c'est un point d'entrée finalement pour, remettre au centre la communication, si besoin était, mais en tout du moins de renforcer la communication pour effectivement, comme tu dis, on est on est une équipe et donc c'est bien de ça donne une base en fait pour communiquer, pour apprendre à se connaître, mais aussi pour communiquer, échanger et questionner et je rebondis aussi sur ce que tu as dit juste avant. Je partage complètement ton point de vue sur le fait que tout test, que ce soit celui-ci ou n'importe lequel, autre donc que je peux mentionner ou, qu'on peut croiser, ce ne sont que des outils. Ils n'ont jamais la vérité. Enfin, la vérité, elle est finalement, c'est nous qui l'avons et si on considère que les résultats ne correspondent pas à ce qu'on pense être, ce n'est qu'un outil. Tu fais bien de le mentionner et je renforce ce bémol, Mmh. dire attention, ne pas déporter tout pouvoir sur quelque chose qui est extérieur, comme un test par exemple, parce que c'est pas vrai quoi, c'est même dangereux potentiellement. Oui, oui, bah, c'est exactement cette notion, d'extériorité, hein. C'est-à-dire que tant que je suis dans mon état du moi enfant et ben forcément je suis dans une recherche de solutions à l'extérieur, que ce soit le test, que ce soit le thérapeute, que ce soit, le psy, le coach, le parent, le prof ou peu importe. Donc je suis dans une espèce dans un espèce de rapport transférentiel, en fait, à une autorité extérieure et donc revenir dans mon état du moi adulte, c'est aussi aller chercher les réponses dedans. Ça veut pas dire que vous en aurez pas de l'extérieur, mais en tout cas, il faut pouvoir se les réapproprier, en prendre la responsabilité. Et alors juste pour terminer sur cette histoire de force, une fois que vous avez fait ce cheminement-là, ça va être de vous poser la question, de comment effectivement vous allez pouvoir les mobiliser face à la thématique que vous avez en ce moment. Par exemple, si on prend l'exemple d'une femme qui est enceinte, elle, je sais pas, 1er trimestre, elle vient d'apprendre sa grossesse. Admettons que dans son fonctionnement optimal, en première ou deuxième force, on a l'amour de l'apprentissage. Bah, peut-être que si cette femme, à un moment donné, elle va rencontrer des questionnements, des doutes, de l'anxiété sur le choix du gynéco, de la sage-femme, des effets secondaires, que sais-je, eh ben, cette femme-là, il y a fort à parier qu'elle va plus gagner à lire des bouquins, à, écouter des podcasts, à écouter des conférences, à discuter avec des professionnels de santé, parce que c'est son fonctionnement optimal. Donc très probablement, elle adore apprendre. Si tu veux des réponses, ouvre un bouquin. Là où quelqu'un qui, a l'amour de l'apprentissage très, très bas et la curiosité très, très bas, bah là, voilà, si tu lui dis: «Bah écoute cocotte, il faut t'empiffrer, 3 bouquins sur la maternité», voilà.
Elle va C'est pas le ça. faire, quoi, ou si elle le fait, ça va vraiment lui coûter. Alors que peut-être que, à l'inverse, elle a peut-être une force de régulation émotionnelle qui est très, très forte et que du coup, elle, on aurait peut-être plus, gagné avec des outils qui l'aident à réguler, l'anxiété et ses questions et peut-être que ça va être genre une pro de la méditation et que c'est ça qui va l'aider à réguler, tous les chamboulements psychiques et les questionnements de sa grossesse, par exemple. Donc Mmh. voilà, se demander en fait pour les 5-6 premières forces, concrètement, comment je peux mobiliser ça et comment ça va m'aider pour, ma grossesse, ma parentalité ou n'importe quel autre sujet d'ailleurs, hein. En fait, finalement, ça vient illustrer le fait de cette pensée générale qu'on peut se dire: «Ce qui marche pour une personne ne marche pas pour les autres». Finalement, c'est tout bêtement lié aux forces de caractère. On n'a pas les mêmes facilités, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Donc ce qui va fonctionner pour une personne ne fonctionnera pas pour une autre. Les forces de caractère, les valeurs aussi. Bien sûr. Parce que voilà, ce qui est, très, très important pour moi dans l'éducation de mon enfant n'est pas du tout important pour toi dans l'éducation de ton enfant et vice versa. Mmh. Et le profil énergétique, le Mmh. chronotype, Ah oui. voilà, ceux qui sont, du matin, ceux qui sont du soir, ceux, de l'énergie, on en a tout le temps. Moi, j'aime pas quand on dit: «Quand est-ce que tu as de l'énergie?» Tu as tout le temps de l'énergie. Mais des fois, tu as une énergie de repos, tu as une énergie de calme, tu as une Naturellement. énergie, voilà, d'introspection et puis des fois, tu as une énergie d'action au sens, occidental de la chose. Ça m'aurait beaucoup aidé, tu sais, de savoir tout ça. Je suis un chronotype loup et j'ai enfanté un chronotype lion. Voilà, c'était Évidemment. compliqué au début. Ça a été compliqué au début. Et je vais te poser aussi une autre, peut-être une dernière question. Je sais que sur les valeurs, moi en tout cas quand je travaille les valeurs avec les parents que j'accompagne, je m'intéresse aussi beaucoup aux valeurs qui arrivent en tout dernier. Parce que finalement, en prenant l'opposé, souvent, on arrive à compléter le trio de tête, on va dire. Est-ce que c'est la même chose pour les forces de caractère? Est-ce qu'il est intéressant de se pencher sur les dernières forces de caractère du test? C'est intéressant d'aller les voir, pour plein de choses. Déjà, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils veulent les travailler? Mmh. Éventuellement? Est-ce qu'on veut les augmenter? Alors là aussi, je pense qu'il faut pondérer. La réalité, c'est qu'une force qui est 24/24, ça arrive, hein, que ça puisse monter très, très haut. C'est rarement le cas, mais ça arrive. Mmh. Je pense notamment à la force de spiritualité, qui est une force qui peut, monter très, très vite. Mmh. Donc il y a des exceptions. C'est intéressant, par exemple, pour le couple, parce que peut-être que moi, j'ai pas de régulation émotionnelle, peut-être que tu en as, peut-être que moi, je suis hyper balèze pour, apprendre et que du coup, dans notre parentalité, quand on va rencontrer, je sais pas moi, un bébé qui dort pas, et ben peut-être que moi, je vais être, le membre de l'équipe qui va aller au-devant, des médecins, des professionnels, qui va lire des bouquins sur la question. Peut-être que mon conjoint, pas du tout. Mais peut-être que mon conjoint, il a une super régulation émotionnelle, qui tolère très bien la fatigue et qu'il tape pas des crises d'angoisse dès qu'il a perdu 1 heure de sommeil. Donc voilà. Et ça je fais une parenthèse, c'est très important parce que bon là, c'est voilà, cascade thérapie de couple qui parle, mais parce que on peut voir beaucoup de conflits du couple conjugal, enfin du couple parental en l'occurrence à ce moment-là, à cause de ça. Parce que des fois, tu vas avoir un conjoint qui dit: «Ouais, il fait pas d'efforts, il se renseigne pas, il lit pas les bouquins, machin». Ouais, mais c'est peut-être pas sa force. En attendant, peut-être que ton mari ou ta femme, s'il était pas là en termes de régulation émotionnelle, ce serait peut-être vraiment le gros bazar. Voilà, donc c'est important aussi, de voir ça et puis là aussi, comme tu le disais, on est une équipe et si mon conjoint ou ma conjointe ou coparents ou que enfin peu importe, et ben la dernière force c'est ouais, bah, par exemple l'amour de l'apprentissage, bah, ça sert entre guillemets, je caricature, mais un petit peu à rien, de m'acharner à attendre, de mon conjoint qu'il se mette à lire un bouquin sur la parentalité. Parce que pour moi c'est important, parce que pour moi c'est peut-être une valeur et parce que pour moi c'est hyper facile. Mais Oui. c'est certainement pas son cas. Par contre, il doit effectivement user d'autres forces. Merci beaucoup de cette précision parce que c'est une remarque que j'ai souvent des personnes qui écoutent le podcast qui me disent: «Ah mais comment je fais pour que mon Mmh. mari écoute lui aussi et qu'il lise et qu'il» mais effectivement, c'est comme tu le dis, c'est peut-être tout simplement que, on n'est pas enfin moi j'appelle ça, tu vois, j'avais pas associé la force de caractère avec, mais naturellement, dans mon couple, moi, je me nomme la locomotive. C'est moi qui vais drainer, c'est moi qui vais me renseigner, c'est moi qui vais chercher. Parce qu'effectivement, l'apprentissage, voilà, c'est mon truc, c'est une de mes forces de caractère dans mon top de forces de caractère. Et effectivement, bah, c'est clair que quand mon conjoint va rentrer, je vais lui demander de passer le test parce que je suis à peu près certaine que lui, ça va pas être le cas. C'est pas son truc. Et il Ouais. a plus besoin de voir en action et une fois qu'il voit quels effets, il va se l'approprier
mais c'est pas lui qui va chercher, c'est pas lui qui va lire, qui va se renseigner. C'est pas son mode de fonctionnement, effectivement. C'est effectivement une différence de force de caractère. Ça peut être aussi, et ou à chaque fois, hein, une différence de valeur. Peut-être que c'est beaucoup moins important pour lui que pour toi. Peut-être que, il y a une question de perception, c'est-à-dire que peut-être lui n'en perçoit pas tant de bénéfices, alors que peut-être toi tu les vois beaucoup. Enfin, je dis toi, ça marche pour, tous les couples là qui Oui, écoutent, hein, mais enfin pour tous les duos d'une manière générale qui écoutent. Ça peut être une différence de entre guillemets, voilà, de profil énergétique, hein. Généralement, ceux qui sont un peu locomotives, comme tu dis, c'est des profils plutôt yang. Généralement, hein, il faut qu'on ait un peu de yin de l'autre côté, hein, pour, et oui. voilà, rabaisser un petit peu. Maintenant, il faut dire aussi que, on soutient peut-être des femmes qui sont dans cette situation. Ce qu'on constate aussi souvent, c'est que déjà, on est dans une société qui est plutôt yang, donc déjà ça valorise le yang. Ensuite, qu'il peut y avoir une insatisfaction et une frustration de beaucoup de femmes qui se sentent d'une manière générale des fois un peu seules dans la grossesse et dans la parentalité ou tout du moins dans le début de parentalité. Il y a des effets sociétaux, il y a plein d'effets qu'on pourrait discuter des heures, que c'est souvent, les pères restent au boulot plus longtemps parce qu'ils gagnent plus d'argent, machin. Bon bref, on peut discuter de ça des heures. Oui. Et donc il faut aussi repréciser que 2 choses, il y a l'investissement des papas ou tout du moins des coparents, mais notamment des hommes dans, la grossesse, dans la parentalité, qui serait jusqu'ici a été souvent un sujet, dont ils ne se sont pas saisis et parfois pour lequel on leur a pas permis de se On saisir. n'a pas laissé la place. Et voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et le deuxième truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que notamment pour, celles qui nous écoutent qui sont enceintes, c'est que le coparent, homme ou femme, hein, et le coparent, il s'investit toujours un petit peu après dans la grossesse. Parce que vous allez le vivre beaucoup plus rapidement, des symptômes du premier trimestre, de ce qui change dans votre corps. Et puis, à partir du moment où la grossesse est, entre guillemets, annoncée, rapidement, il y a plein de choses qui vont changer. Votre rapport au corps, vous allez commencer à réfléchir à votre boulot, vous allez commencer à réfléchir des fois au choix des maternités, de garde, de l'accouchement. Donc, il y a plein de choses qui se mettent à changer. Le coparent, à côté, il peut être dans ces réflexions-là, mais voilà, lui, il n'a pas le vécu phénoménologique de ça. Il vit pas le bouleversement. Voilà, donc il faut aussi leur permettre, je sais, c'est pas toujours ça, mais il faut aussi leur permettre, pas, 2 ans de décalage, mais Non, hein. voilà, mais leur permettre des fois quelques semaines de décalage, de la même manière que quand vous allez commencer à sentir bébé bouger, la plupart du temps, la perception du coparent à l'extérieur, c'est 2-3 semaines bien 2-3 semaines plus tard. Donc voilà, forcément, il y a un petit Il y a décalage. un décalage. Et c'est vrai que je conçois, ça peut être frustrant aussi parce que c'est beaucoup de bouleversements évidemment physiologiques, c'est beaucoup de bouleversements psychiques, parce qu'il y a une transparence psychique quand même pour les femmes à ce moment-là. Et donc voilà, ça peut être un peu frustrant des fois de se dire: «Non mais moi déjà j'ai tous ces chamboulements-là, il y a tout qui change, mon boulot, ma psyché et cetera. Et à côté, il écoute pas le podcast, quoi». Donc voilà. Je lui demande juste de lire, juste d'écouter, il le fait pas. Donc bon, évidemment, messieurs qui nous écoutez, on y va, on s'investit, on soutient madame, c'est certain. Mais mesdames, alors pas celles qui sont enceintes parce que vous, c'est pas le moment d'entendre ça la plupart du temps. C'est plus tard. Mais ou alors si vous êtes à un moment un peu plus reposant, un peu plus calme de la grossesse, OK. Mais voilà, d'entendre qu'ils peuvent aussi avoir un petit décalage et que comme on le disait juste avant, ils peuvent aussi beaucoup vous apporter, des fois sur d'autres plans. Vous les attendez sur l'écoute du podcast, sur, le bouquin, sur machin. Mais des fois peut-être Mais ils sont sur voilà, peut-être que ce qui vous apporte aussi, c'est, je pense à ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu ça d'une amie qui a accouché et elle a accouché à la maison et elle voulait pas de visite, les 2 premières semaines. Puis notre amie qui dit: «Ouais, quand même, son mec, il est à la maison, il fait rien». Alors qu'en fait, pas du tout, parce que là, le conjoint, alors au-delà du soutien et cetera qu'il a fait à sa femme, il a fait videur. Clairement, pendant 2 semaines, il fait barrage. il a fait agent de sécurité, ce qui est pas non plus facile pour lui, parce que quand c'est ta mère, c'est une chose, mais quand c'est ta belle-mère et qu'il faut lui dire: «Non, maman, faut pas rentrer, Non. parce que ta fille, elle veut pas te voir», tu vois? Donc voilà, il faut vraiment aussi concevoir que, j'adore cette image de Charlotte Lardery des poupées russes, hein. C'est que maman va couver bébé, le coparent couple la dyade maman-bébé, la sage-femme, le gynéco et cetera couple le trio. Bon bref, voilà, et on fait des poupées russes. Et donc on peut pas toujours attendre non plus que chaque poupée russe ait la même, «fonction» entre guillemets et la même mission, on va dire, dans l'accompagnement. Et par exemple, un des rôles du coparent, ça va être aussi de faire un peu de contenance psychique, de faire, le videur, par exemple, pour les visites de maternité ou de grossesse, enfin, voilà. Mais je conçois que des fois, voilà, on peut se dire, «Ah, il y a tout qui change». C'est moins visible. C'est moins visible, mais c'est pourtant
très présent. Voilà. Enfin, finalement, effectivement, si on regarde d'un œil extérieur, le papa ou le coparent ou l'autre conjoint, Voilà, en tout cas, il est là et l'autre conjoint est investi. Mais voilà, c'est ce qui est souvent difficile, c'est en fait, il y a tout qui change pour moi et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change pour toi. C'est ça qui peut être, mmh, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de bouffer ceci, gna 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 et ça change et machin. Il y a tout qui change pour moi et toi, finalement, il y a et toi? voilà, il y a rien qui change. Donc ça, des fois, ça peut créer un peu de tension, de frustration. C'est là La que le frustration. coparent peut aussi justement avoir un rôle de dire: «Bah, non, non, en fait, je me saisis moi aussi, en fait, de cette aventure, de cette grossesse. Alors effectivement, je vais pas avoir la nausée et cetera et cetera. Mais par contre, peut-être j'ai changé de rythme de travail, peut-être, j'ai changé le rapport à la belle-mère, peut-être, j'ai mobilisé ma force de caractère d'honnêteté pour dire à la belle-mère que oui, tu vois?» Par exemple, tu vois? Ah bah, super. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant. Je te remercie beaucoup, Laura, d'avoir, partagé tout ça. Je me permets une dernière incursion. Tu as beaucoup parlé de transparence de la psyché, c'est Mmh. ça? Est-ce que tu pourrais juste, expliquer ce que c'est? Parce que même moi, là, comme ça ne m'évoque pas et j'aimerais ne pas laisser comme ça un terme qui est revenu, plusieurs fois sans explication de ce que Ouais. c'est. La transparence psychique, c'est que au cours de la grossesse, on parle beaucoup de toutes les transformations physiologiques évidemment qui ont lieu, ça va sans dire. Et il y a Mmh. évidemment une transformation et en l'occurrence une transparence psychique. Cette transparence psychique, c'est que la mère au cours de le future maman au cours de cette grossesse, il va y avoir beaucoup d'abaissement des mécanismes de défense, notamment des mécanismes de refoulement inconscient, et cetera. Donc il y a beaucoup, beaucoup de remaniement psychique. Déjà, ce qui est essentiel, pour que tout ça se mette en place, c'est que la maman ou la future maman, elle va rejouer sa relation avec sa mère, déjà. Mmh. Généralement, pendant la grossesse, on va rejouer beaucoup de entre guillemets «de trauma». Alors ça peut être évidemment du trauma au sens clinique, mais en tout cas de blessures, voilà plutôt. De blessures d'enfance, les Oui. blessures affectives, les blessures d'attachement. On rejoue la relation avec la mère, potentiellement la relation avec la grand-mère si la filiation maternelle est assez, proche, on va dire, et qu'il y a Mmh. une transmission importante. Donc ça fait rejouer beaucoup de choses. Les émotions évidemment sont décuplées pour des raisons hormonales, physiologiques, mais aussi par cette transparence psychique. Donc toutes les émotions, voilà, vont être, toutes, beaucoup d'émotions vont être plus fortes. Elles peuvent changer, rapidement, Mmh. d'une à l'autre, puis ça dépend évidemment des stades de la grossesse et donc tous ces mécanismes de refoulement, de défense plutôt au sens large, les mécanismes de défense vont diminuer un petit peu et donc forcément, c'est un peu comme si tu veux, il y avait des barrages, pour contenir de l'eau. Alors là, les barrages vont pas céder non plus, enfin ils peuvent, mais la plupart du temps, c'est pas ça, mais on va les baisser un petit peu. Baisser le niveau. Mmh. Donc forcément, il y a beaucoup d'eau, qui débarque en même temps. Il faut arriver à réguler un petit peu ce flot-là. Encore une fois, d'où l'importance là aussi du coparent qui doit être conciliant, tolérant. C'est pas le moment de lui dire: «Ah, tu changes d'humeur tout le temps». Oui, elle change d'humeur tout le temps, écoute, elle fait ce qu'elle peut. C'est vrai, mais là, Voilà. voilà, mais garde-le pour toi. Donc bon, voilà, chacun fait ce qu'il peut. Ce n'est pas le moment, surtout en fin de grossesse, encore moins à l'accouchement, par pitié, de venir questionner une femme, sur, ses, schémas d'enfance, tu vois? C'est non, pas le moment. C'est pas le moment. Donc voilà, cette transparence psychique, elle vient de là. Donc c'est quand même important de le dire, aux femmes qui sont actuellement enceintes ou qui prévoient de l'être ou qui vont l'être et cetera, pour qu'elles le sachent aussi, hein, qu'il y a cette transparence Ouais. psychique, que forcément la sphère psychique d'une femme enceinte, c'est pas la sphère psychique d'une femme pas enceinte. Souvent on appelle ça la matrescence, hein, une espèce de combinaison de la maternité et de Ah oui. l'adolescence, en plus avec tous les changements hormonaux et c'est un changement global, hein, la maternité, parce que vous allez changer physiologiquement, hormonalement, socialement, professionnellement, psychiquement donc voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de choses donc faut pas s'étonner qu'elle soit fatiguée aussi, hein, soit dit en passant, même s'il y a une société où on nous demande de travailler très tard dans la grossesse et Être de productive. voilà et de Mmh. reprendre très, très tôt, Voilà. en postpartum. Le postpartum aussi de la même manière va, avoir une influence sur la sphère psychique. C'est ce que Winnicott appelait la préoccupation maternelle primaire, qui fait que là, vraiment, la sphère psychique va, complètement se focaliser sur bébé et sur les besoins du bébé. C'est très important que ça se passe parce que là, la mère va être complètement, entre guillemets, «obsédée» au sens, mélioratif du mot, hein, obsédée par Mmh. bébé. C'est important que ça se fasse pour que la mère puisse intégrer, ou parents puissent intégrer les signaux et les besoins de bébé. Oui. Si les premières semaines, je n'ai pas la disponibilité de me consacrer à lui, psychiquement parlant, généralement, ça va rendre un peu compliqué la suite parce que je vais pas reconnaître les pleurs, je vais pas reconnaître un pleur de biberon, un pleur de sommeil et cetera et cetera. Cette Mmh. préoccupation maternelle primaire, elle est normale, elle est nécessaire et là aussi, il faut prévenir les mamans que
c'est normal, elles peuvent pas être partout et penser à bébé, à perdre 15 kilos, à satisfaire les parents, les visites, gna gna gna, le boulot, le patron, je sais pas quoi. Et les coparents, les conjoints, que voilà, elles vont être focalisées et que comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est souvent des têtes en l'air. Elles oublient beaucoup de choses, Ah oui. voilà, mais elles oublient parce que c'est voilà, grand bouleversement. Donc il faut que la sphère psychique se concentre sur ce petit primate qu'il faut C'est élever ça. maintenant. Mais c'est vraiment c'est tout à fait enfin, ce que tu dis, OK, ça percute effectivement et ça résonne dans mon vécu. C'est une vraie, révolution, Mmh. évolution, finalement. Moi, je le vois vraiment comme une chrysalide où je suis passée d'un stade à un autre, où j'ai appris beaucoup sur moi et cette transparence de transparence de la psyché, ça me parle parce que ma première grossesse, c'était un petit garçon, OK, facile, j'ai envie de te dire. Ma deuxième grossesse, c'était une petite fille et au moment où le gynéco m'a annoncé que c'était une petite fille, m'est revenue en boomerang une phrase de ma mère qui pourtant, enfin, elle était énervée, enfin voilà, c'est pas, elle ne voulait pas de mal, mais elle m'a dit comme ça: «Je te souhaite qu'une chose, Maud, c'est d'avoir une fille comme toi». Et voilà, voilà, je ne lui en veux pas, mais cette phrase m'est revenue et j'ai pleuré de savoir que j'entendais une petite fille, parce que j'avais peur. J'avais peur et voilà et je pense que c'est ça, en fait, finalement, c'est ce que tu appelles la transparence de la psyché, ça m'est revenu alors qu'en soi, ce n'est pas un traumatisme, ça m'a pas empêché de grandir, c'est ma mère, enfin voilà, on a une bonne relation et elle m'aime et c'était sous le coup de l'énervement qu'elle m'a sorti cette phrase, mais elle est ressortie et je sais que j'ai quand même pas mal travaillé pour pas que ça impacte en tout cas ma relation avec ma fille. Je ne voulais surtout pas reproduire ce schéma-là et correspondre à ça. Mais Ouais, ouais, c'est effectivement. certain que ça va d'autant plus se rejouer quand les femmes attendent des petites filles. Alors évidemment, ça se fait avec les garçons aussi, hein, évidemment, mais d'autant plus avec la petite fille parce qu'en fait, c'est dans le transgénérationnel, c'est toute la filiation maternelle là qui rentre en résonance. Et surtout à la première grossesse, forcément, parce que c'est le changement de statut, c'est-à-dire que vis-à-vis de notre maman, nous devenons maman et que notre maman vis-à-vis de sa mère devient la grand-mère. Enfin bon, évidemment, il y a tout la cascade, forcément. Donc ça, c'est certain que pendant une grossesse, on rejoue les liens avec la mère, des fois avec la grand-mère, et cetera, comme on l'a dit avant. Évidemment, d'autant plus quand c'est une petite fille. Beaucoup de témoignages aussi que des fois, les annonces des petites filles, c'était plus stressant parce qu'il y a ce côté de oh là là, dans quel monde je la mets, dans quel système je la mets, et cetera, et cetera. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là, Beaucoup de choses. hormonalement, physiologiquement, psychologiquement, cette transparence psychique, cette préoccupation maternelle primaire, indulgence, indulgence, indulgence. Et surtout, il faut, Mmh. dans la mesure du possible, se constituer son village, en fait, hein, autour de soi. Le conjoint, les grands-parents s'ils sont là, les nounous, les professionnels de santé, enfin bref, tous les interlocuteurs, les amis, ça fera du tri. Les amis, Ça fera ah du oui, tri les dans les amis. amis. Voilà, celui qui, vous appelle une semaine après un accouchement pour dire: «Bon alors, c'est quand que tu sors boire un verre?» Lui, il a pas compris. C'est ça. Voilà, lui, il comprend pas. Voilà, celui qui débarque On reconnaît, moi je dis, on reconnaît les amis à ceux qui débarquent chez toi et qui te déposent voilà. des plats faits maison, à se mettre au congélateur, dire vas-y, va prendre un bain, je mets le truc à chauffer et je m'occupe du petit. Voilà, Oh exactement. oui, Ça c'est l'ami qui a compris ça. Donc c'est voilà, ça. se constituer son village qui va pouvoir accompagner ce process-là. Et je sais que c'est pas simple parce qu'on est dans une société qui, voilà, genre: «Ah ça va, tu es enceinte, pas malade, ah ça va Mmh. bébé, j'en ai élevé 5, c'est bon». OK, c'est quand même un gros chamboulement et je suis d'une admiration, sans faille pour ces femmes qui, travaillent jusqu'à, la fin et qui reprennent 2 mois après le boulot. Alors je sais que des fois, bien sûr, il y a une obligation financière, hein, bien Pas le sûr, choix. Mmh. mais vraiment, admiration complète, hein, parce que ça c'est tellement chamboulant et ça demande quand même, de pouvoir un peu, voilà, être dans une bulle, dans un cocon et de toute façon, ça sera nécessaire un accouchement qui se passe bien. Je tiens quand même à préciser que pour qu'un accouchement se passe bien, il nous faut de l'ocytocine et que cette magnifique hormone formidable de l'amour, comme on dit, elle se sécrète, elle se produit avec une lumière tamisée, avec de l'intimité, dans un cocon. Donc forcément, plus on aura cultivé le cocon pendant la grossesse, plus il servira à l'accouchement, plus il servira aussi en postpartum, quand bébé aura besoin de contenance et quand les parents vont devoir aussi apprendre à connaître bébé. Comment toi tu es quand tu as faim, comment toi tu es quand tu as Découvrir, sommeil, voilà. Qui es-tu, petit primate? c'est ça. Faisons connaissance, où est le mode Voilà, d'emploi? c'est ça.
Je trouve ça passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer l'échange pendant encore très longtemps parce qu'il y a beaucoup à dire. On a un petit peu dévié des forces de caractère, mais ça complète finalement parce que le message il est le même, c'est se connaître soi et se lâcher la grappe aussi un peu, hein, arrêter de se mettre la pression ou d'accepter la pression que la société veut nous faire prendre aussi. Oui, en fait, c'est ça, hein, surtout, je voulais souligner aussi, c'est beaucoup d'indulgence envers soi-même, même si c'est pas toujours simple, surtout dans une société où les femmes ont toujours la pression pour être des super bosseuses, des super mamans, des super femmes, des super épouses, tout en même temps. Mais aussi essayer dans la mesure du possible des fois de refuser, ces coups de pression. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de maternité, vous avez le droit de changer de projet de naissance, vous avez le droit de changer de praticien. S'il y a un praticien qui vous dit que, ceci c'est pas normal ou machin, faites confiance à votre corps, faites confiance à votre intuition, trouvez des professionnels qui vous accompagnent là-dedans. Et s'il y a un professionnel qui vous met la pression, je suis pas sûre que ce soit forcément pas bon signe. voilà, le professionnel qui va être le plus, aidant, dans un moment aussi intense que l'accouchement, physiquement et psychologiquement, encore une fois. C'est clair, c'est clair. Non, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est, comme tu l'as mentionné, l'intuition. L'intuition, se reconnecter à soi et écouter sa petite voix. On se rapproche de la vérité si on écoute ça. Je dis ça, hein, j'étais coupée de mon intuition jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, hein, finalement. J'ai mis beaucoup de temps à me reconnecter à elle. Et pour le coup, ce sont les remises en question et c'est ma maternité qui m'a soufflé ça, qui m'a dit Là, reviens m'écouter s'il te plaît. c'est pareil, pour arriver à écouter cette intuition, le problème c'est que les injonctions elles sont doubles aussi pour les femmes aujourd'hui. C'est pas simple, hein, parce que à la fois elles ont un discours du monde bien-être, développement personnel, des sages-femmes et sages-hommes souvent avec lequel je suis en résonance et en accord, où on les invite à écouter leur corps, à écouter leur intuition, etc. Et de l'autre côté, la France est quand même un pays professionnel en termes de médicalisation de la grossesse et de l'accouchement. Donc de l'autre côté, il y a une surmédicalisation qui parfois bien sûr est nécessaire, bien entendu, mais qui a aussi l'effet de les rendre surréflexives et suranalytiques. Et donc au final, tout le temps dans leur tête, tout le temps à réfléchir, où elles n'arrivent plus à se rassurer et à avoir des nouvelles de leur bébé sans échographie ou toucher vaginal. Là où plus vous allez écouter cette intuition, plus vous allez être au contact du corps. Et donc pour ça, il faut être dans ce cocon. Hein, parce que le brouhaha de nos pensées, l'intuition, vous l'entendez plus. Clairement. Donc il faut être dans ce cocon. Plus vous allez être en contact avec bébé, vous allez raisonner avec lui, vous allez sentir. Hein. Je reprends l'exemple de Charlotte Larderi parce que c'est une sage-femme que je trouve formidable. Et il y a quelque temps, elle a eu ça en fait, une patiente qui lui disait je sens que bébé va arriver le 15 août. C'était pas prévu pour le 15 août ce petit, mais je le sens quoi. Et Charlotte de son expérience sage-femme a dit ok, si la maman le sent, on y va. C'est bon. Et bon, en l'occurrence, il est arrivé mi-août ce petit. Donc les mamans, elles sentent énormément de choses, les papas aussi bien sûr, mais les mamans, elles sentent énormément de choses. Et le fait qu'on soit comme ça dans un truc qui est suranalytique, qui est surréflexif, ça les coupe complètement de tout ça. Et tu les vois, hein, des fois dans les accompagnements, c'est des nanas qui sont pas du milieu de la santé, mais qui sont hyper balèzes parce qu'elles t'ont lu tous les bouquins, tous les podcasts, toutes les conférences, elles te connaissent tous les systèmes d'hormones, machin. Mais par contre, elles ont du mal à juste, ok, et comment va votre bébé aujourd'hui ? Le vivre. Ouais. Ah, je sais pas. Donc, vous allez être connecté à l'intuition, plus vous avez des pratiques en amont ou pendant la grossesse, bien sûr, hein, qui peuvent vous reconnecter au corps, yoga, étirement, sophrologie, ce que vous voulez, danse, ce que vous voulez, plus ça sera simple. Et même à l'accouchement, ça vous facilitera la vie. Ça sera bénéfique, bien sûr. Et en postpartum, Bien n'en sûr. parlons pas. Ça, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Laura Avec grand plaisir. pour cet échange. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que toi aussi. Bien sûr. Mais c'était vraiment, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup pour les parents qui écoutent, il y a beaucoup à apprendre et à découvrir des forces de caractère et de tout ce qu'il y a autour. Je mettrai tous les liens te concernant si les parents sont intéressés pour aller un peu plus loin et voir un petit peu ce que tu proposes. Ton site bien dans ta boîte, ton compte Instagram et ton podcast, le fameux que j'ai écouté moi-même et qui m'a donné envie de t'inviter pour cette interview aujourd'hui. Eh ben, encore un grand merci de m'avoir invité et puis merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et j'espère que voilà, ça vous aura été utile, que vous allez pouvoir vous saisir de quelque chose. Super. Bah, merci beaucoup, Laura. Avec Je te remercie. plaisir. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit,
de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!